suis Louis-David Ben-Yahier et j'ai cofondé Without Model. Et ce soir, j'ai un rôle que je n'ai pas d'habitude, qui est celui de présenter quelque chose, puisque je vais présenter quelque chose avec Simon, avec qui on travaille depuis quelques mois maintenant autour de la question de la valeur des données. Et on a saisi l'occasion cet après-midi, ce soir, pour parler de la valeur des données à l'aune de l'open data, qui est un sujet qui croise plusieurs réflexions qu'on a en cours. Et on avait envie de vous en parler un petit peu pour faire un petit point d'étape sur les réflexions qu'on a en ce moment autour d'un projet dont on vous parlera un peu plus en détail, qui s'appelle Datanomics. Voilà. Bien. Donc Simon Chignard, moi je collabore avec Louis-David sur ce projet. Et sinon, moi je m'intéresse aux questions de l'open data depuis assez longtemps, parce que j'ai publié un ouvrage sur le sujet en 2012. Et je précise que je travaille actuellement dans la mission Etalab, même si je n'ai pas le mandat de m'exprimer ce soir au titre de l'État. Alors, quand on regarde un peu ces questions de valeur de l'open data, le premier élément, c'est qu'on ne manque pas en fait de littérature sur le sujet. Alors je vous ai pris, vous avez le choix en gros, soit c'est Cap, soit c'est McKinsey, soit c'est Deloitte. Mais en gros, tous les grands cabinets de conseil de la place se sont intéressés à cette question de valeur des données, mais ce n'est pas les seuls. Donc, ce qui caractérise ces différents rapports, vous l'avez vu comme moi, je pense que la plupart, c'est qu'on parle de milliards de dollars de bénéfices, on parle de trilliards parfois même sur certains. Et qu'on tourne toujours autour de la question, mais quelle est la valeur de l'open data? Alors vous voyez, là je vous ai mis un blog post en français, où est le marché de l'open data? Et puis un autre en anglais, what's the value of open data? Mais globalement, la question reste toujours avec un point d'interrogation. Et puis quand même, on a notre petit secret dans la profession qui est un petit peu honteux. C'est de dire que malgré 4 ans après les premières démarches d'ouverture des données publiques, on n'a toujours pas de start-up dont on pourrait dire elle doit tout à l'open data. On n'a pas cette société-là où on pourrait dire vraiment ce truc-là, ça n'aurait jamais existé sans l'open data. Donc ça nous manque un peu, clairement, tous les jours, de pouvoir dire, voilà, clairement, voilà, c'est cette boîte-là qui doit tout à l'ouverture des données. Alors pourquoi c'est difficile en fait aujourd'hui de mesurer l'impact que ça a eu? En fait, on a plusieurs hypothèses, je vais vous les détailler, il y en a 3, et puis on vous présentera la 4e, qui est celle qu'on propose avec Louis-David dans le cadre de Datanomics. La première, c'est de dire en fait, on a du mal à mesurer parce que c'est trop tôt. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette étude qui avait été réalisée par l'agence spatiale européenne, et qui en gros détaillait un peu les effets économiques de l'open data. C'est assez intéressant puisqu'elle dit voilà, il y a plusieurs phases. Alors la première phase, c'est la phase où on va semer, et puis après on va faire pousser, et puis après on va pouvoir récolter. Et puis en gros, on se pose la question aujourd'hui de dire est-ce qu'on est toujours dans la première phase on est en train de semer, est-ce qu'on est déjà en train de récolter, ou est-ce qu'on est déjà en train de faire pousser? Et on voit bien que sur ce graphique, en gros, on était aujourd'hui, ce qu'on voit clairement apparaître, c'est ça, c'est cette courbe des revenus qui sont diminués pour le secteur public, mais par contre, on a du mal à voir les bénéfices pour le secteur privé. Alors ce graphique nous pose 2 questions. Première, c'est où est-ce qu'on est? Alors on peut avoir l'argumentaire de en fait on n'est que là, donc c'est normal qu'on ne voit pas encore les bénéfices, on voit que les coûts. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire aussi que plus le temps passe, plus ça va être difficile de tenir ce genre d'argumentation. Ou alors, quitte à dire que pour atteindre le X2, en fait, c'est 25 ans. Donc c'est pas grave, en fait, il faut laisser le temps au temps, mais en tout cas, on a un vrai enjeu de savoir où est-ce qu'on se situe là-dedans. Donc première hypothèse, on a du mal à mesurer parce que c'est trop tôt. Deuxième hypothèse, on a du mal à mesurer parce que c'est diffus. Je te laisse le commenter, tu veux? Ouais. Alors ça, c'est l'extrait de l'étude de McKinsey que vous avez peut-être vu passer, qui chiffre les valeurs de l'open data à peu près au niveau du 4e PNB mondial, hein, c'est 3 trilliards, ce qui situe après la Grande-Bretagne et avant je ne sais plus quel est le 5e, mais voilà, en ordre de grandeur, c'est l'équivalent du 4e PNB mondial. Ce qui n'est pas rien, hein, en termes. Et puis c'est une valeur annuelle, hein, pas une valeur cumulée. Et la logique de valorisation de l'impact de l'open data dans ce rapport est explicitée c'est comme des contrats d'assurance, c'est-à-dire que c'est vraiment en note de bas de page avec la note numéro 24 qui explique un peu quels sont les raisonnements de valorisation qui ont présidé à l'évaluation.
Et on y apprend qu'en fait, la valeur de l'open data, elle est identifiée notamment, alors elle est identifiée dans plein de secteurs différents, elle est identifiée parce qu'elle permet d'éviter de mobiliser des ressources inutilement, elle permet d'allouer mieux les ressources par rapport aux besoins, etc., etc. Mais surtout, on y apprend qu'en fait, l'open data seul est un peu compliqué à identifier, donc c'est souvent le croisement, c'est majoritairement le croisement avec le big data qui explique cette génération de valeur. Et les auteurs du rapport, dans leur méthodologie et dans la conclusion qu'ils apportent quand ils arrivent à chiffrer à 3 trilliards de dollars la valeur de l'open data annuelle, concluent en disant que, c'est ce qui est souligné là dans la note numéro 3, hein, c'est en complément avec d'autres données, dont les données massives qui sont, elles, pas du tout ouvertes. Et donc c'est une valeur qui est une valeur de l'open data qui en soi est difficile à mesurer, en fait, qui n'est pas dans ce rapport-là. Et la valeur s'exprime en complément avec d'autres types de données qui, elles, ne sont pas du tout ouvertes. Donc ça pose quand même une question sur la logique de valorisation. Alors la première hypothèse, c'était c'est difficile parce que c'est trop tôt. La deuxième, c'est difficile parce que c'est très diffus. Et la troisième, ce serait c'est difficile parce qu'en fait, on connaît mal les usages et les réutilisations et les réutilisateurs. Alors cette hypothèse-là, elle est un peu intéressante aussi parce que, en gros, c'est de dire, voilà, par design, aujourd'hui, dans l'open data, on ne vous demande pas ce que vous faites avec vos données et on ne vous demande pas de raconter après ce que vous en avez fait. Et peut-être que ce principe du don't ask, don't tell va à l'encontre de la compréhension des phénomènes économiques. Alors, petit schéma qui vous dit, voilà, en gros, on sait qu'il y a des usages internes, on sait qu'il y a de la réutilisation spécialisée, on sait qu'il y a des entreprises qui utilisent les données, mais ce qu'on envoie, c'est essentiellement des applications mobiles et ce qui est raconté, en fait, de la réutilisation spécialisée. Donc ça nous pose une question, puisqu'effectivement, si on est... Moi, je vous dis que, en gros, c'est l'iceberg, c'est tout ce qu'il y a en dessous, on n'est qu'une maigre partie, représente beaucoup plus que ce qu'on voit au-dessus, mais vous êtes en droit de me dire, bah non, ton schéma, il est à l'envers, ce qu'on voit, c'est la majorité, et en dessous, ça, c'est rien. Et donc, pour essayer de sortir de ce problème-là, enfin, de mauvaise connaissance, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. L'Université de New York a un projet GovLab qui s'appelle Open Data 500, qui consiste à recenser 500 entreprises qui disent qu'elles font du business à l'aide de données ouvertes ou autour des données ouvertes. Ça, c'est une manière de faire ressortir ce qui se fait. Et puis, dans une autre mesure, ce qui est fait avec DataGouv.fr, quand on encourage les gens à publier des réutilisations, c'est aussi une manière de leur dire « racontez-nous ce que vous faites avec ». Donc, on est bien là-dedans, même si, bien évidemment, dans le deuxième cas que je vous cite, une compagnie d'assurance qui va utiliser des données d'employabilité pour faire des calculs ou ainsi de suite, elle ne va jamais aller raconter ou publier une réutilisation pour dire qu'elle le fait. Alors qu'on sait qu'elle le font. Donc on sait qu'il y a un bénéfice là-dessus. Donc on voit bien, il y a 3 hypothèses. Et puis avec Louis David, on en pose une 4e, qui est celle de Datanomics. C'était de dire, en fait, dans Open Data, c'est idiot, hein, mais dans Open Data, il y a Open et il y a Data. Et donc ce projet Datanomics, c'est plutôt de s'intéresser d'abord à Data. En gros, notre propos, c'est de dire, plutôt que d'essayer de comprendre la valeur de l'Open Data, on va essayer de comprendre la valeur des data, et après on regardera ce que fait l'Open à cette valeur des data. Et donc c'est ce projet Datanomics qu'on a engagé avec Louis David et qui va faire l'objet de la publication d'un livre en fin d'année, chez un éditeur qu'on ne peut pas révéler encore, dont les contrats sont en signature. Alors, en creusant un peu en tout cas en essayant de se dire d'où vient la valeur des données, on a cherché dans plein de buts, dans plein de domaines. Frédéric va nous dire, il y a un but. Internet des objets, Big Data et puis évidemment Open Data. Et il y a 3 dimensions qui nous semblent assez récurrentes et qu'on voit dans quel que soit le type de données qu'on regarde et la source des données. C'est cette typologie en 3 formes de valeur, matière première, levier et actif. Matière première, c'est vraiment l'analogie de la matière, c'est-à-dire j'achète, je vends, du trading, je prends de la data et puis je la revends une fois qu'elle est transformée, je l'achète au kilo ou au poids ou au CPU ou à la quantité, mais on est dans cette métaphore de la matière qu'on va acheter avec un volume de quantité, et donc la forme de valeur, c'est une valeur de trading, hein, de négoce, j'en ai, t'en veux, on se met d'accord sur un prix. Voilà.
C'est une valeur, on va prendre quelques exemples ensuite, qu'on voit dans pas mal de domaines, qui posent évidemment des questions dans le périmètre de l'open data, puisque dans l'open de l'open data, normalement, on n'applique pas de frein financier, de frein monétaire. Deuxième type de valeur, c'est la valeur de levier, qui est de nature très différente, puisque là, on n'est pas sur de la transaction financière avec de la facturation. C'est une forme de valeur où on va consommer de la donnée, et la consommation de cette donnée, son utilisation, ça va nous permettre, en tant qu'organisation, soit à dépenser moins d'argent parce qu'on va être plus efficace, on va avoir des informations meilleures, et donc on va moins mobiliser de ressources, par exemple. Ça va nous faire un levier aussi de génération d'un chiffre d'affaires additionnel qu'on n'était pas capable d'avoir avant, pas par la donnée, mais parce qu'on va être capable de mettre à disposition les produits à un meilleur moment ou auprès des bonnes personnes, et donc on va vendre plus, ou alors on va vendre plus cher, ou on va vendre avec une meilleure répartition des pricing, comme dans les chaînes hôtelières et la théorie, enfin les yield management. Bon. Et puis, donc là, on voit bien quand même qu'il y a des éléments de performance qui peuvent se traduire par du chiffre d'affaires ou des coûts, mais on n'est pas dans la transaction d'achat et de revente de données. Et puis la troisième forme, qui est une forme de valeur stratégique, c'est-à-dire que les données constituent un actif, et cet actif, il va servir à plusieurs choses. Il peut servir à défendre des positions concurrentielles, il peut servir à conquérir des positions concurrentielles, à rentrer sur des marchés. C'est ce qu'on voit avec les acteurs, les géants du digital, qui utilisent les données pour rentrer sur des marchés qui ne sont pas nativement digitaux ou numériques. C'est évidemment l'actif qui permet au modèle biface de fonctionner, puisqu'il faut bien une face avec des données qui permet à l'autre face de s'exprimer. Donc ça, c'est les trois types de valeurs qu'on a commencé à identifier, puis on s'est dit, est-ce que ça marche, est-ce que c'est robuste avec notre histoire d'open data, ou en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire pour l'open data. Alors les métaphores qu'on entend habituellement ou qu'on voit passer sur les données en général, hein, parce que là on reste bien à niveau des données, le pétrole a eu son petit succès, l'or également, le diamant, bon, le blé. Donc les trois premières sont vraiment très valorisantes, hein, la quatrième également, le blé, mais peut-être un petit peu moins. Elles sont évidemment pas toutes satisfaisantes, même si elles témoignent toutes d'une idée que ça a vraiment un potentiel de valeur énorme. La limite avec le pétrole, c'est que le pétrole, c'est un bien rival, c'est-à-dire une fois qu'il a été consommé, on ne peut pas le réutiliser. La donnée, on sait bien qu'on peut en faire des utilisations multiples et dans différents contextes. Donc ce n'est pas une analogie complètement qui couvre exactement le sujet de la valeur des données. L'or, c'est un peu mieux. Mais la valeur de l'or, c'est aussi une valeur de thésaurisation, une valeur de spéculation, et les données, on n'a pas vraiment, on a plutôt l'impression que la valeur des données, elle est dans la fraîcheur des données, pas seulement dans leur circulation. Les diamants, alors il y a cette idée de diamant brut et puis de diamant qui peut nous rappeler un peu les formes de valeur des données, mais là aussi, le fait que ce soit une matière première rare et pas complètement satisfaisant. Et puis le blé, ce qui peut être intéressant, c'est cette idée que le blé, soit on peut le consommer, soit on peut l'utiliser pour le faire fructifier, pour qu'il donne une nouvelle récolte. Et là aussi, on a peut-être cette idée de forme de valeur avec la réutilisation qu'on peut faire des données. Donc ces métaphores, elles nous aident à comprendre en fait plutôt les limites des formes de valeur plutôt qu'à trouver la bonne analogie. Alors si on regarde un peu sur l'open data. Alors le premier point qui frappe, alors vous avez tous lu le rapport Trojet si vous vous intéressez aux questions. Le rapport de Mohamed Adnen Trojet qui s'intéressait aux redevances du secteur public. Il y a plein de choses intéressantes dans ce rapport, mais il y a notamment un point qui nous a particulièrement frappé, c'est que ce rapport raconte que open data ou pas open data, on est en train d'assister à une chute de la valeur monétaire des données. Il y a une liquidation de la valeur monétaire des données. Il le montre très bien. Là, on est en présence d'acteurs, de grands acteurs publics qui produisent des données et dont le chiffre d'affaires s'érode de 20% par an en moyenne. Donc il le montre, et ça, c'est pas un effet d'open data, c'est un effet de data tout court. Et ça vraiment, ça doit nous interpeller parce qu'il y a cette liquidation-là de la valeur monétaire. Donc la donnée comme un truc qui se vend et s'achète, c'est un modèle qui ne semble pas pérenne, en tout cas qui interroge pour ce qui concerne l'information de type public. Donc il y a ce point-là, et puis ça nous semble aussi renforcer, et c'est le point d'après,
globalement par le fait qu'on on est face aujourd'hui à ce qu'on avait appelé avec Louis-David la révolution des proxys, mais qui était de dire c'est très rare aujourd'hui d'avoir de l'exclusivité sur une donnée. C'est-à-dire c'est très rare de pouvoir dire je suis le seul à mesurer ça. Pourquoi? Pour plein de raisons, mais en gros parce qu'aujourd'hui il y a plein de sources différentes pour mesurer la même chose. L'exemple qu'on a là, c'est, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Mapbox qui a remis des points avec tous les tweets qui ont été envoyés, soit par des locaux, soit par des touristes. Et donc on peut voir précisément la fréquentation de l'avenue des Champs-Élysées par les touristes à un moment donné. D'accord? Cette donnée-là, quelle est la fréquentation de l'avenue des Champs-Élysées par des touristes? Je peux l'obtenir de plein de manières. Je peux être celui qui fait l'enquête auprès des touristes et je vais la mesurer. Je peux être celui qui fait tourner le système de carte bancaire et regarder les transactions chez chacun des commerçants de l'avenue, de regarder quelle est la part des transactions qui sont évoquées comme ça. Je peux regarder les photos qui sont publiées sur Flickr et qui sont géolocalisées et regarder celles qui ont été postées à tel endroit. Vous voyez qu'en gros, il y a plein de manières de mesurer le même phénomène. Alors toutes les manières ne se valent pas, mais en tout cas cette notion d'exclusivité de la data, elle est quand même beaucoup plus problématique. Un autre exemple dans le domaine des transports, mais Guillaume, je passe, en reparlera tout à l'heure. Typiquement aujourd'hui, vous connaissez l'histoire de ce grand opérateur de services internet qui, face à un opérateur de transport qui ne voulait pas ouvrir des données de fréquence de passage du métro, se dit bon, c'est pas très compliqué, je vais prendre quelques gars qui vont aller sur chacun des quais et qui vont mesurer que le métro de la ligne 12 à telle heure il passe toutes les 3 minutes. D'accord? Ça devient de plus en plus dur de protéger sa donnée, ça devient de plus en plus dur de dire ma donnée est exclusive. Et tout ça, open ou pas open, en fait, ça contribue à liquider la valeur monétaire des données et donc à leur faire perdre une partie de leur caractère de matière première. Et puis un autre élément quand même qui est frappant, c'est que si vous suivez les évolutions sur 4 ans, ben, il y avait 2 boîtes il y a 4 ans dont on parlait beaucoup, dont on parle toujours beaucoup, mais pas pour les mêmes raisons. Le business model de Data Publica il y a 4 ans, c'était le même que celui d'InfoChims aux États-Unis. C'était d'être des brokers de data, c'est-à-dire on était dans l'idée que ce nouveau marché-là demanderait des brokers. On aurait besoin de place de marché, il y aurait besoin d'un endroit où je vais acheter de la donnée et que les transactions seraient d'ailleurs tellement importantes que ça justifierait l'existence d'un business autour de ça. Et ce qu'on constate, c'est que même s'il y a aujourd'hui une place dans les intermédiaires, si vous allez voir Data Publica, aujourd'hui ne se présente plus comme un broker de data et sa partie marketplace est vraiment réduite dans son activité. InfoChims aux États-Unis est pareil, a abandonné complètement son activité de data brokerage pour partir vers une activité plutôt de fourniture d'outils pour analyser des données et les stocker. Donc vous voyez bien que, en gros, ce qu'on est en train de raconter là, c'est que là où l'open a fait le plus d'impact sur la data, c'est précisément sur son caractère de matière première, parce qu'il lui a fait perdre cette qualité de matière première pour la faire basculer plutôt sur les parties de levier ou d'actifs. Et du coup, je vais laisser Louis-David conclure sur ces éléments. En fait, et c'est notre 4e un peu hypothèse sur la question qui était au début, c'est qu'en fait, on aurait tendance à conclure qu'il n'y a pas véritablement de spécificité de l'open data sur cette question de la valorisation. Et que finalement, ce qui fait la valeur de l'open data, c'est plutôt ce qui fait la valeur de la data, plus généralement. La réutilisation. Ok, j'ai pensé à ça, j'avoue. Attendez le deuxième point. Donc, la valeur est dans la réutilisation, ça c'est quelque chose qui est assez convenu et habituel, mais finalement, pour l'open data aussi et surtout. La valeur est future et c'est probablement ça qui est un frein important dans les initiatives d'ouverture des données, notamment pour les opérateurs privés, c'est qu'on a du mal à ouvrir les données quand on ne sait pas exactement quelle va être la valeur future, qui va pouvoir se l'approprier, et sous-entendu, si c'est des gens avec qui on est allié ou sur lesquels on a un levier, on veut bien, mais si c'est des gens qui ne sont pas forcément nos alliés, ça nous gênerait un petit peu plus. Donc le fait de ne pas pouvoir par anticipation, bien définir, ou en tout cas se faire une idée fiable de la valeur des données, c'est probablement un frein d'ouverture. Et puis le deuxième frein qui est lié au précédent, c'est que la valeur, elle est souvent co-construite, c'est-à-dire que c'est pas toujours, voire c'est rarement le détenteur de la donnée
qui est en situation d'en tirer la valeur la plus forte. Et que la valeur des données, par la réutilisation, elle nécessite que des acteurs différents de celui qui émet s'en saisissent pour construire une valeur autour de ça. Et là aussi, on peut le voir comme une explication de certains freins à ces questions d'ouverture, notamment sur les opérateurs privés qui détiennent des données et qui s'interrogent sur les questions d'ouverture. Bon, voilà un petit peu la réflexion qu'on a à ce stade sur la question de la valeur des données et puis spécifiquement sur l'open data. On sera ravis de prolonger la discussion d'une façon ou d'une autre autour de ce sujet-là prochainement. Voilà, et puis pour finir, en fait avec Louis-David, on a entendu un intervenant il n'y a pas longtemps à la Conf de Paris qui nous a semblé le mieux résumer toute cette question-là. Alors c'est Patrick Robert de la SNCF, c'est le boss de Romain. Et en gros, il a dit à un moment donné sur une table ronde, et c'était extrêmement intéressant, il a dit que finalement, il n'y aurait pas de problème si personne ne faisait d'argent avec les datas, mais qu'il y en aurait un s'il y en avait d'autres que lui qui en faisait. Avec les siennes. Avec les siennes. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien résumé finalement de nos débats. C'est que tant que personne ne fait d'argent avec, il n'y a pas de problème. Par contre, on va être certain du partage de la valeur future. Du coup, un océan de questions. Voilà, merci. Merci.